Les années précédentes, on a fait du bon travail. Mais cette année, il faut qu'on mette la barre un peu plus haut. Regardez, ça devrait vous plaire, j'espère. Enlève-moi ce borgnole. Salut à toutes, salut à tous, je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour ces directs. C'est parti pour 6 émissions réalisées avec tous les étudiants, les étudiantes de l'ESSEC ici à Lyon-Villeurbanne. Aujourd'hui, vous l'avez compris, dans notre générique d'ouverture, on va découvrir ce qui se cache sous le borgnole, c'est-à-dire, vous savez, ce tissu noir très épais qui isole les plateaux de tournage de la lumière. Eh bien, on va découvrir en quelque sorte les coulisses du cinéma, les coulisses de l'audiovisuel, avec cette fois-ci gros plan sur les 1001 métiers du digital pour débuter cette folle semaine. Si les nouvelles technologies vous intéressent, si la création de 3D vous passionne, c'est absolument l'émission à ne pas manquer, avec un super public, nombreux, actifs mais virtuels. Regardez, et oui, la preuve, ils sont là. Bon, ils ont l'air un petit peu endormis pour le moment. On va essayer de les réveiller, je compte sur vous. Aujourd'hui, on parlera d'intelligence artificielle, de création 3D, mais tout de suite, gros plan sur la formation. Et oui, quelle formation faut-il réaliser pour réussir? On va en savoir davantage avec mon premier invité. Il s'agit de Sacha Cometti, qui est un ancien étudiant de l'Arfis ESSEC en filière Digital Media. On l'accueille tout de suite. Bienvenue Sacha Cometti. Il est là. Eh oui, applaudissements de la foule en délire. Salut. Bienvenue. Merci. On prend place. Bonjour Sacha. Très heureux de vous accueillir, Sacha. De même. On va se vous voyer. Dans le métier, on se vous voit, on Bien se sûr. respecte. En Bien coulisses, sûr. tout le monde se tutoie, c'est clair. Mais là, on va se vous voyer, on fait comme les pros. Sacha, vous êtes un ancien étudiant, donc Digital Media, vous avez 23 ans, ça fait maintenant 3 ans, je crois, que vous avez terminé vos études. 3, 4 ans avec le Covid, il y a eu quelques petits changements. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc vous avez étudié 2017-2020. C'est ça. J'espère que vous en gardez un bon souvenir, dites-nous tout. Absolument pas, c'était horrible. Non, bien sûr Pourquoi que oui, un très très bon souvenir. Très très bon souvenir, ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Ouais. C'est en partie grâce à ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que Donc, vous avez découvert en particulier? Tous les métiers qui tournaient en fait autour du milieu. Disons que je connaissais un petit peu la surface et ça m'a permis de découvrir vraiment ce que c'était et de découvrir certaines choses que je m'attendais vraiment pas à aimer. Alors, vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Ensuite, on recevra une autre invitée dans quelques minutes. Mais pour le moment, je vous propose de rencontrer vos successeurs, c'est-à-dire les étudiants, les étudiantes actuelles de la filière Digital Media. Ce sont eux, d'ailleurs, qui ont conçu ce public ici qu'on a pu découvrir. Quels sont leurs enseignements? Qu'apprennent-ils? Eh bien, voici leurs réponses en images. Regardez. Filière médias digitaux, c'est une filière où on fait beaucoup de choses. Nous, on est un peu des couteaux suisses de l'école. Dans l'année, on fait beaucoup de choses du style de la modélisation et de l'animation 3D, des dossiers de production, des plannings, de la gestion de projet, donc de A à Z, du live stream, donc en direct avec du coup les habillages, les transitions, tout ce qui est toute la DA. On a fait tout un projet transmédia avec des intelligences artificielles du coup, qui généraient des scénarios. Donc voilà, on joue un peu avec tout ce qui est les nouveaux métiers d'Internet et des technologies. Alors, c'est dense, et c'est quoi le ton de l'émission? Est-ce que ça va être genre peut-être rébarbatif un petit peu? Est-ce que On fait aussi de la mocap, c'est la motion capture, et donc c'est du capteur de mouvement. Donc on enfile la combinaison comme on peut voir par exemple dans les making-of de certains films comme Avatar. On est beaucoup en production agile, ça change de la production traditionnelle parce qu'on fait un peu tout en même temps, chacun est sur une tâche différentes en même temps et le but c'est d'avancer tous ensemble. On fait du fond vert, on fait de la 3D, on fait du montage, enfin on touche vraiment à tout et du coup ça c'est bien. Et la précompe, je lui dis, cette précompe-là n'apparaît que dans un rond. L'intérêt de cette méthode. Et on essaie de développer des réflexes de veille technologique auprès des étudiants et puis on essaie de développer des bonnes habitudes d'apprentissage.
Développer de bonnes habitudes d'apprentissage, voilà donc l'objectif ici à l'école. Alors on va vous faire réagir tout de suite. Sacha, j'imagine que ces images vous ont rappelé des souvenirs, vous êtes peut-être un peu nostalgique. Quelle était l'ambiance à votre époque en 2017-2020 ? C'était une très bonne ambiance, c'était une trop bonne ambiance. En plus, c'était un petit peu les débuts de la filière. On était tous en découverte et non, très très bon souvenir avec mes collègues. On comprend bien que c'est une filière qui est très polyvalente. Quelle était votre place précisément ? Moi, je m'occupais principalement de tout ce qui était live stream. C'est-à-dire, vous pouvez traduire pour nous ? Diffusion en fait en live sur Internet. D'accord. Voilà. Donc sur différentes plateformes, Twitch, YouTube, Facebook maintenant aussi. Et c'était vraiment ce dans quoi je me suis spécialisé quand j'étais à l'école. Qu'est-ce qui fait la force de ces métiers, de cette filière ? Il y a très peu de contraintes. J'ai l'impression qu'il y a plus de souplesse. Plus de souplesse, mélanger l'artistique à la production, des méthodes de production aussi qui changent un petit peu, notamment la production agile, d'avoir tout le côté aussi un petit peu artistique, de toucher un peu à tout. Je pense que c'est le panel très large de la filière qui en fait vraiment sa force. Aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, comme on dit actuellement. Comment vous avez ciblé votre activité ? Comment vous vous êtes organisé ? Comment vous vous êtes lancé ? Complètement par hasard. Complètement par hasard. Du coup, en sortant d'école, je me suis spécialisé du coup, dans le live stream. Malheureusement, avec le Covid, on a eu quelques petits soucis et beaucoup moins de boulot de manière générale dans ce milieu-là. Et je me suis penché un petit peu plus dans de la production un peu plus en dur et dans le développement informatique, notamment sur tout ce qui est ouverture de serveurs de jeux. Voilà. D'accord, oui, justement, je crois que vous avez plusieurs activités. En dehors de votre travail, vous gérez des activités dont on voit quelques images à l'écran. Vous pouvez les commenter ? Oui, je peux les commenter. Alors ça, c'est quelques images du coup de scripts qu'on a créés de toutes pièces. C'est on va dire le noyau dur de notre boulot à l'heure actuelle. Donc là, on voit quelques images de lignes de code principalement. Bon, c'est sûr que ça ne fait pas rêver quand on voit comme ça, mais c'est ça passionnant fait pas quand on est rêver. dedans. C'est pas un métier qui fait rêver de manière générale, le développement informatique. Il faut vraiment aimer pour voir le positif là-dedans. Bon, vous êtes un touche-à-tout, j'ai l'impression. C'est ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est cette polyvalence, ces créations diverses et variées ? Exactement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer rapidement de projet. J'aime pas trop passer énormément de temps sur le même boulot. Donc c'est un métier qui me correspond parfaitement. On enchaîne un petit peu les projets et puis on passe à autre chose dès que c'est fini. Vous êtes entouré, je crois, d'une communauté. En tout cas, vous avez créé des liens. Racontez-nous un peu quel est votre écosystème. En fait, on est parti à la base vraiment par hasard. On s'est dit, on va ouvrir un serveur de jeu, on y va. Et ça a plutôt bien marché. On a eu quelques coups de chance. Et on s'est retrouvé avec une communauté assez grosse au point où l'un du coup de nos deux serveurs est devenu top 1 France. Et effectivement, on a pu bâtir une communauté autour de ça au fur et à mesure de l'aventure. Et une communauté qui, même maintenant, après la fermeture des serveurs, continue de nous soutenir dans nos divers projets. On peut dire que cette communauté, pour vous, c'est comme un tremplin ? Bien sûr, c'est comme un tremplin, c'est comme une deuxième famille. Non, ça représente beaucoup de choses. Très bien. Un dernier mot peut-être, vous allez rester bien sûr et réagir à d'autres sujets, mais quel est le message que vous voudriez transmettre aux étudiantes et aux étudiants qui vous regardent aujourd'hui ? Allez-y, allez-y, vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Enfin, c'est quand même pas aussi simple que ça, si ? C'est aussi simple que ça. Bon, il faut avoir l'envie et puis des compétences. Il faut avoir l'envie, il faut avoir un petit peu de compétences, mais il ne faut surtout pas hésiter, problème de matériel, Non, on y va, on essaye. Super. Allez, vous restez avec nous. Merci pour ces réponses à ces premières questions. On va maintenant découvrir une entreprise que vous connaissez sans doute. C'est une entreprise de modélisation 3D, Pixel de Lune. Voilà son nom de code. Joli, poétique. Pixel de Lune est installée à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, depuis maintenant une dizaine d'années. Elle comprend une équipe de 5 personnes. Bien sûr, ce sont des passionnés. Et dirigée, entre autres, par Fabien Pinelli, qui est directeur associé. Voici donc un petit tour et témoignage au cœur de Pixel de Lune. On regarde. On a créé avec Nicolas Mouron Pixel de Lune. Pixel de Lune va arriver à ses 10 ans. Si on ne peut pas passer par une vidéo, on passe par la 3D pour pouvoir faire des choses peut-être plus dynamiques,
On peut avoir un chirurgien qui vient nous expliquer comment poser une prothèse, jusqu'à un industriel qui nous montre comment poser des fenêtres. Parmi tous les projets que l'on a fait, il y en a 2 qui sortent un peu du lot. On a fait des tournages en 360 degrés qui demandaient aussi des intégrations 3D. On a dû comprendre techniquement comment faire évoluer ce personnage dans un monde réel, tout en gardant le format 360 degrés qui est particulier. Et on a fait aussi un très beau projet qui était une rénovation d'une abbaye. Donc on a montré des rénovations directement sur l'image filmée grâce à notre 3D qui se construisait. C'était pas naturellement ce que Pixel de Lune fait. Et justement, c'est là où on apprend beaucoup. C'est sur ce genre de tournage un peu innovant pour nous, qui nous sort un peu de notre habitude. Pixel de Lune a aussi développé une partie application liée aussi à la 3D, parce que c'est notre corps de métier. Et peut-être que c'est ce secteur-là qui va être un peu plus développé. Tout ça sont des technologies assez fun, nos clients adorent, nous suivent aussi sur ce développement-là. Vient de nous rejoindre Joëlle Caroline. Bonjour Joëlle. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes productrice de films d'animation chez Godot Film. Vous avez également été productrice chez Ubisoft, entreprise bien connue. Vous avez rejoint bien sûr d'autres aventures et notamment la série TV Les Lapins Crétins. Oui. Vous allez nous raconter dans quelques instants, on a hâte d'en savoir davantage. Et je crois que vous avez, vous aussi, plusieurs cordes à votre arc. Qu'est-ce qui vous passionne exactement dans tous ces métiers artistiques ? Le fait de ne jamais faire la même chose. Je crois que c'est ça le plus important et d'avoir j'ai un fil conducteur dans toute ma carrière qui est assez, qui n'est pas linéaire en fait, mais qui est la musique et la post-prod audio. Et en fait, je suis dans l'audiovisuel, une fois dans la musique, dans le spectacle, et là aujourd'hui dans la production de films et de séries d'animation, avec toujours une attention particulière sur le son et la musique. Alors, je crois que c'est une constante, hein. C'est un petit peu notre dénominateur commun. On aime toucher à tout. C'est ce qui vous porte, c'est votre moteur, Sacha ? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais on sent en tout cas que vous avez un intérêt pour tous les sujets qui se présentent à vous. Vous êtes ouvert et c'est ce qui fait votre grande force. Alors on sait que dans le cinéma, c'est parfois un petit peu compliqué de se lancer et de réaliser des défis parce que c'est cher. Parce que c'est compliqué de se faire une place et d'être reconnu. Est-ce que c'est simple de faire de la 3D, par exemple ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes créatifs, de création ? Est-ce que la 3D a changé un petit peu l'approche ? Alors la 3D, on rentre beaucoup plus dans un système industriel en fait quand on fait de la 3D. Donc ça permet d'optimiser un certain nombre de choses et d'économiser sur des budgets dès l'instant où on va rentrer dans une succession de choses. Là, quand on fait une saison 1, on a un gros investissement pour fabriquer des décors, pour fabriquer des personnages. Ensuite, si on a la chance de faire une saison 2, les décors sont déjà faits, les personnages sont déjà faits. On peut rajouter évidemment d'autres décors et d'autres personnages, mais une grosse partie de ce que l'on a investi sur une saison 1 est récupérable. Quand on fait de la 2D, tout est fait, en fait, même si on commence à automatiser un certain nombre de choses avec des logiciels, on a beaucoup de choses à recréer, plan par plan, image par image. Les décors ne sont pas systématiquement les mêmes. La 3D, c'est un peu comme une planche de Lego, en fait. Vous avez construit votre décor comme sur une grande plaque de Lego et vous allez jouer avec vos personnages à l'intérieur. Et une fois que c'est construit, vous le gardez. Réaction, Sacha, vous êtes d'accord sur la 3D ? J'ai très peu de compétences en 3D, mais oui, du peu que j'en ai vu, effectivement, ça a l'air d'être complètement ça. Est-ce qu'il y a des limites à la création en 3D ? J'aime pas vraiment le mot de limite, en fait. Je pense qu'on a des limites qui sont des limites financières, en fait, quand on fabrique, quand on a des séries à produire. C'est surtout l'argent, en fait, qui va nous indiquer si on peut dépenser ou pas. Donc ensuite, on essaye d'être intelligent. On a envie d'avoir ce résultat. Comment on peut faire cette chose-là d'une manière plus agile, comme vous le disiez tout à l'heure, de manière moins coûteuse. On cherche en fait des solutions techniques pour pouvoir le faire à moindre coût. Alors, ce qui est passionnant avec le développement d'Internet, de la fibre, c'est que vous pouvez maintenant travailler en réseau à distance, oui, avec des collaborateurs qui sont dans le monde entier. C'est ce que vous faites actuellement. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors moi, je suis en coproduction avec des Finlandais, avec des Polonais, avec des Danois.
Donc oui, l'Internet, c'est notre outil de travail principal, parce qu'en fait, on fait toutes nos réunions comme ça. Sur des créations avec des choix artistiques, c'est quand même bien d'avoir les gens sur place. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand il y a des gros festivals comme le Festival d'Annecy, les équipes qui dirigent au Danemark viennent rencontrer les studios à Annecy, puisque je travaille avec un studio qui est à Annecy, In The Box. Et en fait, on échange, on apprend à se connaître. Une fois que la rencontre physique a eu lieu et qu'on a eu un vrai échange physique, c'est beaucoup plus simple en fait de travailler à distance. Avant, c'est compliqué. C'est compliqué de se faire confiance. C'est compliqué tant qu'on n'a pas vu les locaux, tant qu'on n'a pas vu qui étaient les personnes, on n'a pas vu comment étaient organisés leurs bureaux. C'est compliqué en fait de faire confiance à 100%. Donc le contact humain reste quand même une base incontournable pour nos métiers, heureusement. C'est la base, et ensuite, une fois qu'on se connaît, qu'on a découvert un peu qui étaient nos interlocuteurs, là on peut construire effectivement sur du travail à distance. Derrière vous, il y a une super affiche, Team Nuggets. Ça va sortir à Pâques, dans quelques semaines, je crois. Et donc là, vous avez expérimenté pour cette série ce travail dans plusieurs pays, à distance. Vous pouvez nous en dire davantage? Alors, c'est un projet qui vient du Danemark. C'est des amis qui m'ont appelé en me disant, on répond à un appel d'offres de la chaîne danoise. Est-ce que tu veux bien être notre productrice en France? Parce que le Danemark aimerait avoir une série internationale. Et toi, tu as l'expérience des lapins crétins qui s'est bien vendu dans le monde entier, donc on aimerait bien mettre ça dans notre dossier. Donc je dis, allons-y, présentons ce dossier. Le dossier a remporté la compétition. Et du coup, dès que ça a été signé avec la chaîne danoise, moi, je me suis attelée à la recherche des financements français. Ça a été très compliqué. Et Canal+, qui peut répondre beaucoup plus rapidement que France Télévisions sur ce type de dossier, a tout de suite dit oui, on y va. Et du coup, on est parti sur une coproduction avec ces studios danois. Et on fabrique on fabrique la moitié des épisodes en France, ce qui représente à peu près un tiers du budget. Donc sorti le 8 avril prochain? Le 8 avril, sur Canal+ Kids et sur MyCanal, voilà, raison de 4 épisodes par jour, tous les matins à 8h et à midi. On va revenir sur l'aventure des lapins crétins, parce qu'en début d'émission, on a évoqué brièvement la notion de transmédia. Alors ça doit vous rappeler des souvenirs. On peut en savoir davantage sur la façon dont vous étiez organisé pour produire les lapins crétins? Alors oui, en fait, au départ, c'est un jeu vidéo qui s'est développé énormément avec des séries sur YouTube, qui étaient en fait liées à l'actualité, des petits happenings, des courtes vidéos de 30 secondes, 1 minute, où on faisait intervenir les lapins crétins dans un environnement live, au milieu d'une équipe de foot, de rugby. Et on a reçu énormément de coups de fil de producteurs et de chaînes de télé qui nous disaient on veut absolument prendre la licence des lapins pour en faire une série. Et la stratégie chez Ubisoft, c'est de ne jamais vendre les licences à l'extérieur. Donc le PDG nous a dit écoutez, puisque les gens le demandent, faites donc une série. Donc on a commencé à réfléchir, à s'entourer de scénaristes, de réalisateurs, de l'animation, parce que le jeu vidéo et l'animation, c'est quand même 2 métiers différents. On ne produit pas de la même façon, on n'écrit pas de la même façon. Le jeu vidéo, on est acteur quand on joue, on est son propre acteur, on choisit, on fait des choix. Et il ne faut pas que ce soit trop scénarisé, parce que si c'est trop scénarisé, le joueur va s'ennuyer finalement. Alors il y a quelques jeux qui sont spécifiquement scénaristiques, mais dans les jeux open, comme on dit en jeu vidéo, on évite trop de scénarisation. Et là, quand on fait une série télé, c'est le processus inverse. On est vraiment dans du linéaire avec une écriture qui est à la base. Donc là, on travaille avec des vrais scénaristes d'animation et on s'est entouré d'équipes qui venaient de la série d'animation pour faire cette série. Sacha, vous êtes un grand fan des lapins crétins? J'ai jamais eu l'occasion de jouer aux jeux vidéo. Après, j'avais suivi, forcément, vu le bruit que ça avait fait, j'ai suivi un petit peu. Et j'avais regardé effectivement les fameuses interventions qu'on pouvait voir sur YouTube ou autre à l'époque. Ouais. Alors, on comprend bien que tout cela se fait en mode agile. C'est de la production où les équipes sont mobilisées, où chacun est complémentaire. La production agile dans les métiers du numérique, ça vous parle? Bien sûr. Bien sûr, nous, c'est notre méthode de production de manière générale. On a complètement délaissé maintenant les méthodes de production, on va dire, plus traditionnelles. C'est-à-dire, comment ça s'organise au quotidien, la production agile? Vous l'avez dit, les équipes sont bien plus complémentaires en fait. Tout le monde s'associe, tout le monde travaille ensemble. On
on a des méthodes de production avec des scrums, on a des outils qui sont différents aussi. Alors, vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle puisque vous l'utilisez au quotidien. Mais on va de plus en plus loin, de plus en plus fort. Vous connaissez ChatGPT ? Oui. Ça donne des sueurs froides, surtout aux enseignants, aux professeurs, parce que ça permet aux étudiants de créer en toute facilité, en 1 minute, une dissertation sur un sujet compliqué. Grâce aux algorithmes, tout cela. Alors nous, on a fait une petite expérience intéressante avec les étudiants de l'ESSEC grâce au logiciel DALL-E, qui crée des images à partir de mots. Donc, avec vous, on a décidé de donner à ce logiciel plusieurs mots. Grotte, bicyclette, cuisiner et art déco. Et regardez le résultat, commentaire. Voici le résultat. Alors, votre première réaction, bien ou pas bien, l'intelligence artificielle ? Pas génial. C'est spécial. Non mais alors, est-ce que vous pensez que ça peut détrôner des artistes et des créateurs dignes de ce nom ? Alors moi, honnêtement, non, je n'y crois pas du tout. En fait, moi, j'aime bien la fragilité, l'accident et le côté imprévu. On n'a pas du tout dans l'intelligence artificielle. En revanche, je pense que c'est un très bon outil de base pour placer des bases de travail. Donc, je pense que c'est un outil intéressant et qu'il faut l'utiliser tel quel, comme un outil. Et vous l'exploitez dans vos productions déjà ? Non, aujourd'hui, je ne l'exploite pas. Et vous, Sacha ? Oui, on s'en sert assez fréquemment, dans le développement principalement. Ça permet de nous éclairer un peu des fois sur certains problèmes. Mais voilà, ça reste un outil. Et purement un outil. Vous trouvez que c'est dangereux, Joël ? Non, je ne suis pas inquiète en fait. Je ne trouve pas ça dangereux. Je trouve ça dangereux si les gens considèrent que c'est la seule façon de penser, s'ils arrêtent de réfléchir et de construire par leur propre pensée en utilisant ça. En revanche, si c'est utilisé tel qu'un outil en fait, pour être plus pertinent, ne pas oublier quelque chose, je trouve ça intéressant. Mais pas dangereux. Qu'est-ce qu'on a encore à gagner à travailler entre êtres humains ? Question provoque, hein, mais ça mérite quand même d'être évoqué. Moi, je crois énormément en la relation humaine et je pense que si on fait ces métiers, c'est parce qu'on a envie d'être en relation avec des gens et d'échanger et de partager ensemble des bons moments. Moi, je crois énormément en fait aussi à l'imprévu, au fait que des rencontres vont créer des choses ensemble parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'il y a un accident qui se passe, parce qu'on a vu ensemble quelque chose. Donc moi, je crois vraiment en fait à la relation humaine et je pense que ça peut créer des choses beaucoup plus intéressantes qu'une intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps que ça existe. Dans le jeu vidéo, il y en a énormément et ça aide effectivement à gérer des choses qui ne sont pas au premier plan. Donc si on la garde comme un outil de second plan, je trouve ça intéressant. Allez, petit débat. Sacha, vous êtes d'accord ? Complètement. Votre vision, expliquez-nous. Absolument pas peur de l'intelligence artificielle. Il faut que ça reste un outil, mais on est très très loin de ce qu'on peut voir dans certains scénarios science-fiction. On est encore très très loin de ce stade-là. Et à l'heure actuelle, tant que ça reste un outil, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci à se faire. Est-ce qu'on pourrait même être optimiste ? Est-ce que ça pourrait créer de nouveaux emplois, par exemple ? Ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas Madame Irma et j'ai du mal à me projeter en fait sur ce genre de choses. Après, l'intelligence artificielle, ça nécessite qu'on l'alimente en fait. C'est pas quelque chose qui naît de cette manière-là, donc il va falloir la nourrir en fait d'un certain nombre de concepts pour qu'elle devienne de plus en plus pertinente et adaptée. On voit que ça peut très bien fonctionner, les algorithmes avec des traducteurs. Il y a des très très bons traducteurs automatiques. Mais moi je m'en sers en fait en termes de traduction. Et quand je vois les résultats, ça manque de style, ça manque de pertinence parfois. Le mot est parfois mal interprété. Donc je trouve intéressant qu'on puisse retravailler dessus. Mais oui, ça demande de l'alimentation parce que c'est pas, cette intelligence, elle n'est pas de nulle part en fait. Alors, lors d'une masterclass au Festival international du film de Genève, le célèbre et l'incontournable lyonnais Alexandre Astier, réalisateur évidemment du film culte Kaamelott de la série, a annoncé utiliser de l'intelligence artificielle qu'il avait lui-même créée pour l'aider dans son travail de recherche et d'écriture sur son prochain film. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous étiez au courant de tout cela ? Est-ce qu'aujourd'hui les réalisateurs se dévoilent peu à peu sur ce sujet ?
Non, je n'étais pas au courant. Après, s'il l'utilise comme un outil, tant mieux. Alexandre Astier, c'est quelqu'un de brillant, de curieux, d'intelligent. Donc j'imagine qu'il en fera bon usage. Sacha? Pareil, j'étais pas au courant pour le coup. Après, pas du tout. Pas du tout qu'il y en ait même beaucoup d'autres qui l'utilisent. Tant que c'est utilisé après comme outil, voilà. On en revient toujours au même. Je voudrais maintenant évoquer l'omniprésence d'Internet, qui est un outil fabuleux, mais qui est très fragile, qui nous rend dépendants. Et j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un moteur de développement pour la 3D. Tout repose sur cette capacité de transmission ultra rapide. Internet, c'est votre plus fidèle ami? Internet pour la transmission, en fait, et pour la communication entre différentes équipes. Après, je pense que c'est la puissance des serveurs qui est notre principal ami et la puissance des processeurs qui font calculer nos images en 3D, parce que la 3D, ça pèse très très lourd en images. Donc on a besoin de gros serveurs, de render farm, qui sont très consommatrices. Et aujourd'hui, le CNC nous demande de réfléchir à de l'optimisation en termes avec l'impact écologique, l'impact environnemental. Donc on a de nouveaux challenges pour réfléchir à comment optimiser tout ça. Je pense que l'enjeu, il est plutôt sur comment bien faire sans dépenser trop. Et Internet, c'est pas notre base de calcul aujourd'hui, c'est juste un outil de communication. Rapide réaction de Sacha sur Internet? Oui, c'est un outil de communication, outil d'information aussi. Nous, on s'en sert beaucoup dans ce cadre-là. Nous, c'est un petit peu différent parce qu'on ne travaille pas en réel, on travaille uniquement via Internet. Donc, c'est aussi notre outil de travail principal. On va maintenant revenir quelques minutes sur votre parcours. Très beau parcours. J'ai parlé, pour vous présenter, d'un passage chez Ubisoft comme productrice. Comment on arrive à ce niveau professionnel? Les étudiants, les étudiantes ont besoin de conseils. En fait, je suis rentrée chez Ubisoft en 1996. Donc c'était vraiment les débuts. C'était les débuts, il y avait 400 personnes à travers le monde. Et en fait, je suis arrivée parce que je venais du groupe Warner Chappell où j'étais en édition musicale et que dans les jeux, il y a de la musique et il y a des voix. Donc ils avaient besoin en fait de développer toute la partie audiovisuelle et enregistrement. Et je suis arrivée par cette compétence musique et voix chez Ubisoft. Et ensuite, j'ai pris des responsabilités au fur et à mesure. La société a grossi, il y a eu un siège qui s'est construit, il a fallu organiser les studios à travers le monde. Donc j'ai participé à tout ça. En fait, c'était une aventure passionnante. Et puis au bout d'un moment, j'en avais un peu marre d'être dans des choses un peu centrales. Donc j'ai demandé à revenir en production parce que j'étais quand même plus attachée à la production. Et c'est ainsi que je suis rentrée sur le CGI et la production, notamment des Lapins Crétins. Mais c'est un très très beau parcours. En fait, je suis rentrée dans une start-up et je suis sortie d'une société qui était une multinationale. Voilà, donc il faut oser tenter l'aventure, y croire et être épanoui avant tout dans son métier. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Je vais vous demander peut-être en une phrase rapide un conseil pour tous ceux qui nous regardent, un mot peut-être pour résumer tout cela. On commence par vous, Joël. Soyez curieux et ne cessez jamais d'apprendre. On n'est jamais vieux. Merci, Sacha. Exactement la même chose et je vais rajouter aussi oser. Il faut oser faire les choses. Ah, c'était Jean-Pierre Elkabbach, un célèbre président au temps jadis de France Télévisions, qui disait « Osons les jeunes notamment ». Allez, merci beaucoup. Osons le digital média, osons la créativité 3D. On est ravis de vous accueillir. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 15h30 pour une autre émission super qui va décoiffer et qui sera consacrée aux cascadeurs, des acteurs à part entière qui prennent de sacrés risques. Merci beaucoup. Bon appétit à vous avec un tout petit peu d'avance et rendez-vous tout à l'heure pour ce deuxième numéro de la grande série que nous venons d'inaugurer ici depuis notre studio de Lyon, Villeurbanne, de la célèbre école de l'Arfis ESSEC. Merci à toutes les équipes, merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la parfaite réussite de ce premier direct. Allez, à bientôt, merci beaucoup.